Aujourd'hui, avant de commencer, étant donné qu'on est dimanche, qui est une journée traditionnelle de repos et de recueillement, je vois que tout le monde est habillé un peu plus décontracté aujourd'hui. Je m'étais dit, ça serait d'augure de juste avoir une petite pensée pour notre ami Frédéric Bastien, qui est un des cofondateurs de la Cure, qui, en tout cas pour moi, il m'a beaucoup inspiré, surtout avec sa verbe et son esprit combatif. En le lisant dans les médias, je m'étais dit, OK, Jean-François, toi aussi, tu peux parler publiquement contre cette chose qu'on appelle l'écriture dite inclusive. Et par la suite, j'ai fondé Pour l'amour du français. Donc, Frédéric, on te salue. Aujourd'hui, que faisons-nous? Nous allons parler, oh my God, de tellement de choses, principalement de racisme systémique, EDI. On va parler de la loi 84 sur l'intégration nationale et de l'affaire Canon. Sans plus tarder, on va commencer. Je salue aussi les gens qui sont en ligne. Ils sont où les caméras? Allô? Merci d'être parmi nous. N'hésitez pas à nous écrire des questions. Je vais les lire pour nos panélistes. Alors, la première activité, c'est l'intégration selon Elizabeth Anderson, une alternative au racisme systémique, intégration des immigrants de deuxième génération, comment vivre avec une double identité. On va avoir deux conférenciers, Yannick Lacroix et Rachida Azdouz. On va y aller un à la fois. Donc, je vais commencer par M. Yannick Lacroix, qui est professeur de philosophie Je recommence. Yannick Lacroix est professeur de philosophie au collégial. Il participe régulièrement à la revue Argument. Il a fourni un texte sur l'EDI, au collectif. Voyons, j'ai de la misère ce matin. Hein? OK, let's go. Yannick Lacroix est professeur de philosophie au collégial. Il participe régulièrement à la revue Argument. Il a fourni un texte sur l'EDI au collectif Critique de la raison universitaire, Liberté, Savoir, Justice aux éditions Libère en 2024. Il vient de publier un livre sur le racisme systémique. Donc ça, c'est un autre ouvrage. Erreur de diagnostic, le racisme systémique et le Québec. Je tiens également à rajouter que Yannick Lacroix est le bras droit et le rein gauche de Muriel Châtelier, qui est présidente de la Cure. Mesdames et messieurs, accueillez Yannick Lacroix. Merci Jean-François. Go PowerPoint. Ouais. Non. Alors, bonjour, je m'appelle Yannick. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet brûlant, n'est-ce pas, le racisme systémique. Alors, plus spécifiquement, ce que je veux aborder, est-ce que c'est correct la voix? J'entends des... ce que je veux plus spécifiquement aborder, c'est peut-être pas tant le concept lui-même de racisme systémique qu'une explication alternative qu'on peut proposer à ce concept-là pour les inégalités ethno-raciales très réelles, indubitables, qui existent au Québec. Et c'est un modèle explicatif, un modèle causal expliquant les inégalités ethno-raciales et aussi un modèle moral expliquant leur degré d'injustice et les solutions possible, qui nous vient des États-Unis, d'une philosophe américaine qui s'appelle Elizabeth Anderson, qui, pour la petite histoire, était une élève de John Rawls. J'ai écrit un bouquin sur la question du racisme systémique. Là, je veux pas il va être disponible tout à l'heure, ici, dans notre petit salon du livre, que j'ai appelé « Erreur de diagnostic, le racisme systémique et le Québec ». Alors, dans ce livre-là, je défends la thèse suivante. Le racisme systémique est un mauvais diagnostic des inégalités ethno-raciales au Québec. Alors, c'est une thèse que j'ai formulée de cette manière-là pour éviter qu'on la confonde avec une autre thèse possible qui serait, par exemple, le concept de racisme systémique, c'est un non-sens total. C'est pas tout à fait ce que je pense, c'est pas tout à fait ce que je dis. Dans certains contextes, entre autres, dans le contexte pour lequel le concept a été conçu, le contexte des Afro-Américains,
dont les ancêtres étaient des esclaves, le concept de racisme systémique a sa rationalité. J'ignore, en toute franchise, si c'est un bon concept scientifique, si ça répond aux critères de la scientificité, la vérifiabilité, par exemple, c'est des questions complexes. Mais ce que moi je défends, c'est que ce concept-là ne s'applique pas. Peu importe comment on l'entend, peu importe comment on le définit, ce qui est déjà un gros problème, c'est très difficile à définir, le concept ne s'applique pas utilement aux inégalités ethno-raciales au Québec qui ont toutes sortes de causes, toutes sortes d'autres causes qu'un racisme direct, indirect, systémique, endémique ou autre. Alors, cette thèse-là n'est pas à confondre avec une autre, qui ne serait pas tant une thèse au fond qu'une espèce de réflexe négateur. Donc, cette idée que le racisme n'existe pas au Québec, ou ça n'a aucune importance, ou c'est totalement marginal, c'est secondaire, hey, on n'est quand même pas aux États-Unis, etc. Au fond, c'est dans ce faux dilemme-là que certains militants, je ne dirais pas tout, mais certains militants antiracistes nous placent dans ce dilemme-là. Soit vous reconnaissez le racisme systémique au Québec, soit vous êtes en train de dire que le racisme n'existe pas. Alors ça, c'est un cas prototypique de ce qu'on appelle un faux dilemme ou une fausse alternative. C'est un sophisme. Alors moi, j'ai écrit mon livre, au fond, dans l'esprit suivant, je refuse ce sophisme. Donc, tout à la fois, on peut reconnaître que le racisme existe et constitue un problème. À mon avis, le racisme, le véritable racisme, que je définirai peut-être un peu plus avant tout à l'heure, c'est un vice moral. Et c'est un vice moral grave. Le racisme est une des choses les plus laides dont l'être humain soit capable, à mon avis. C'est loin d'être anodin. Donc, on peut reconnaître l'existence du racisme, sa laideur morale, l'injustice de ses conséquences, sans pour autant reconnaître que le racisme systémique constitue un concept opératoire pour le Québec. Il n'en est pas un. Et pour tout un ensemble de raisons, ce concept-là, à mon opinion, doit être rejeté. Alors, dans le livre, je fais un tour de ces raisons-là, ou de celles qui me sont apparues les plus importantes. C'est pas ce que je vais faire ici, parce que je veux tout de suite sauter, au fond, à la dernière étape de mon raisonnement, qui est celle du modèle alternatif, de l'explication alternative. Parce que, non seulement pour ce sujet-là, mais pour tout sujet, une critique, c'est ce que je fais, je critique l'injonction de reconnaître le racisme systémique. Une critique est complète, est achevée quand on a au moins une piste de solution alternative. Donc, dire « c'est pas ça, ça marche pas votre affaire », c'est une chose. Et dire « moi, je pense plutôt qu'il faudrait aller dans ce sens-là pour expliquer la situation », c'est encore mieux. Alors, c'est ce que j'essaie de faire à la fin de mon bouquin. Je ne fais que lancer des pistes de solutions en m'aidant d'Elizabeth Anderson. Mais avant d'en arriver à Elizabeth Anderson, je crois qu'il faut que je m'arrête quand même un peu sur le concept de racisme systémique. La question est tellement délicate, les enjeux sont tellement importants que je ne crois pas qu'on puisse simplement dire « non, le racisme systémique, ça ne fonctionne pas ». Donc, passons au prochain dossier. Je crois qu'il faut que je justifie un peu mon affirmation. C'est ce que je vais faire maintenant. Et ensuite, on passera à Elizabeth Anderson. Alors, parmi les difficultés que pose le concept de racisme systémique, il y a le fait que c'est un concept qui est presque impossible à définir. Donc, mettre le doigt sur ce que c'est censé réellement vouloir dire, c'est extrêmement difficile. Alors, ce n'est pas un problème qui est unique au concept du racisme systémique. Il y a plein d'autres concepts sociologiques, et surtout qu'on arrive dans une certaine sociologie critique, là, il y a plein d'autres concepts qui sont très difficiles à définir, puis ça serait tout à fait excessif de dire, puisqu'on ne peut pas le définir très clairement, ça ne veut absolument rien dire. Puis bon, moi, je pense personnellement que le concept de réification, le fétichisme de la marchandise, concept marxiste, est très intéressant. Pourtant, je ne connais pas une seule définition qui est vraiment claire et opératoire de ce concept-là, mais intuitivement parlant, je trouve que ça fait du sens. Mais dans le cas du racisme systémique, ça pose problème parce qu'on veut imposer ce concept-là à toute une société. On veut en faire la base de réformes sociales majeures et profondes, alors que personne, à ma connaissance, cherche à faire ça avec le fétichisme de la marchandise. C'est pour ça que ça pose un problème, le manque de clarté de ce concept-là. Alors, ce manque de clarté, je veux l'illustrer avec deux définitions.
des définitions qui nous proviennent de sources officielles, donc des gens qui militent pour l'imposition du concept de racisme systémique, des gens qui vont nous traiter de racistes si on leur dit que leur concept n'est pas clair. Je pense à la Commission des droits de la personne ici. Alors voici leur définition du racisme systémique. Le racisme systémique est une production sociale d'une inégalité fondée sur la race dans les décisions dont les gens font l'objet et les traitements qui leur sont dispensés. L'inégalité raciale est le résultat de l'organisation de la vie économique, culturelle et politique d'une société. Elle est le résultat de la combinaison de ce qui suit: la construction sociale des races comme réelles, différentes et inégales, racialisation, les normes, les processus et la prestation des services utilisés par un système social, structure, les actions et les décisions des gens qui travaillent pour les systèmes sociaux, personnel. Alors, que retenir d'une pareille définition? Que le racisme systémique, c'est le fait que notre organisation sociale engendre ou permet des inégalités raciales. Finalement, c'est ça. Qu'est-ce que le racisme systémique? C'est les inégalités raciales. Et si notre société était différente, il n'y en aurait pas. Donc, puisqu'il y en a, nous sommes dans un racisme systémique. Alors, d'un certain point de vue, c'est vrai. Quand on me dit, moi, l'inégalité raciale est le résultat de l'organisation de la vie économique, culturelle et politique d'une société, dans un certain sens, cette affirmation-là est exacte, c'est vrai. Dans une autre organisation sociale, il pourrait ne pas y en avoir d'inégalité entre les groupes raciaux. Donc, dans une république platonicienne, tout le monde reste dans des dortoirs. Les enfants sont communs, il n'y a plus de famille. On mange dans des cafétérias. Il n'y aurait aucune différence de revenu médian entre les immigrants et les natifs. Donc, dans une autre organisation sociale, il n'y aurait pas d'inégalité entre les groupes raciaux. Alors, est-ce que ça signifie pour autant que celles qu'on observe dans notre société sont causées par le racisme? La réponse à ma question est dans la question. Alors, il y a dans cette définition-là un sophisme. Un sophisme qu'on appelle en philosophie la fausse causalité. Les inégalités sont immédiatement présentées comme causées par le racisme. On ne laisse aucune place à la possibilité que d'autres causes puissent être à la base de ces inégalités. Et une autre définition que je trouve également problématique, c'est celle du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui nous propose la définition suivante. La notion de racisme systémique désigne un système complexe et interdépendant de lois, de politiques, de pratiques et d'attitudes dans les institutions de l'État, le secteur privé et les structures sociétales qui, ensemble, produisent des formes, directes ou indirectes, intentionnelles ou non, en droit ou dans les faits, de discrimination, de différenciation, d'exclusion, de restriction ou de préférence ayant pour fondement la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique. Le racisme systémique se manifeste souvent par des stéréotypes, préjugés et partis pris raciaux largement répandus et trouve souvent son origine dans l'histoire et les séquelles de l'esclavagisme, de la traite transatlantique des Africains réduits en esclavage et du colonialisme. Alors, les amateurs d'épistémologie, ou tous ceux qui ont suivi un cours de philo 101 avec moi, auront reconnu ici un exemple prototypique, c'est prototypique de ce que Karl Popper appelle l'infalsifiabilité. Donc, on a ici une définition qui est tellement large qu'elle prévoit d'avance toutes les possibilités. Alors, quand on la relit attentivement, on constate que avec une conception comme ça du racisme, tout ce qui se produit dans une société qui contient des minorités ethno-raciales et qui les concerne peut être vu comme étant du racisme systémique. Toutes les possibilités sont couvertes. Alors, si c'est pas, on voit ici, là, on produit des formes de racisme. Si c'est pas direct, si c'est pas du racisme direct, ben, ça va être indirect. Si c'est pas intentionnel, ça va être inintentionnel. Si c'est pas en droit, c'est pas dans le droit, ça va être dans les faits. Si c'est pas de la discrimination, ça va être de la différenciation. Et si c'est pas de la différenciation, ça va être de l'exclusion. Si c'est pas de l'exclusion, ça va être de la... Bon, ainsi de suite, là. Donc, tout phénomène qui se produit dans une société qui concerne un groupe ethno-racial avec une telle définition peut être vu comme un effet du racisme systémique. C'est impossible de prendre cette conception-là en défaut. C'est impossible. Donc, ça, c'est la caractéristique selon Karl Popper, c'est la caractéristique d'une théorie qui n'a pas de valeur scientifique. Il est impossible de la vérifier.
Alors voilà, je pourrais continuer longtemps sur cette lancée-là. Les problèmes que je vois dans le concept de racisme systémique, j'en vois plusieurs. Ça, c'en sont deux. En résumé, les problèmes dont je veux faire état ici aujourd'hui, c'est que tout d'abord, le concept de racisme systémique est sophistique. Donc, quand on l'applique à notre réalité sociale, il faut avaler des sophismes, en particulier des fausses causalités, des pétitions de principe et ainsi de suite. C'est un concept hyper abstrait. Moi, quand on me dit que la loi 101, c'est du racisme systémique, parce que Jacques Cartier est venu en Amérique puis s'est installé sur des territoires non cédés, je trouve que c'est très abstrait comme affirmation. C'est tellement général que je ne sais pas quoi faire avec une telle affirmation. Je ne trouve pas que ça m'aide à comprendre utilement la réalité sociale dans laquelle je suis, dans toute sa complexité. Je vois que j'ai fait deux... Vous devriez lire un 3 ici. Là. Donc, c'est un concept qui est invérifiable, une conception qui est invérifiable, donc il n'y a pas de validité scientifique. Là, je ne dis pas ça pour dire que c'est une raison pour rejeter le concept, le vouer aux gémonies puis le rejeter au néant. Non, non, il y a toutes sortes de concepts qui n'ont pas de valeur scientifique qui sont parfaitement intéressants. Le concept d'inconscient freudien, par exemple. Mais c'est un point qui est important quand on considère le fait qu'on veut faire de ce concept-là la base d'un projet de réforme sociale. C'est ça, là. Quand ce concept-là est utilisé par des juges, dans des tribunaux par des juges pour justifier des jugements, c'est là que moi, je me sens concerné comme citoyen. Et enfin, c'est un concept que je trouve divisif, ou plutôt qui mène à la division. J'ai vérifié, divisif n'est pas un mot français, malheureusement, ou heureusement. Donc, c'est un concept qui mène à la division sociale, qui contribue, à mon opinion, c'est le constat que je fais et qu'on est plusieurs à faire, qui contribue à la racialisation des rapports sociaux au Québec. Donc, c'est un concept qui donne une espèce d'ancrage pseudo-scientifique à l'idée qu'il y a des groupes oppresseurs, des groupes opprimés, et ainsi de suite. Donc, je ne crois pas que ce soit un concept qui nous aide réellement à parvenir à la paix sociale, puis à envisager intelligemment les inégalités ethno-raciales qui existent vraiment et qu'il faudrait solutionner avec des solutions adaptées aux problèmes. Alors, c'est pour ça, à mon avis, que ça nous importe. Vous m'excuserez, j'ai la bouche qui s'assèche quand je parle. Alors, c'est la raison pour laquelle ça nous importe, hein, cette histoire de racisme systémique. Si les gens, moi personnellement, si les gens se contentaient de dire « moi, je crois ça, le racisme systémique, moi, je ne crois pas », puis c'était comme une question privée, ben, je n'aurais pas écrit un livre pour m'obstiner avec ça, là. C'est qu'on veut nous l'imposer. Là. Alors, ça nous importe parce que c'est un mauvais diagnostic de notre réalité sociale et les mauvais diagnostics inspirent des mauvais remèdes. Et là, je ne veux pas laisser ça juste dans les airs comme ça puis avoir l'air de faire une affirmation gratuite, mais quand je parle de mauvais remèdes, j'en ai un en tête en particulier. Au printemps dernier, si je ne me trompe pas, printemps dernier, un groupe de consultants externes ont remis un rapport au ministère de la Justice, un rapport dont j'ai écrit le titre ici, « External Steering Group for Canada's Black Justice Strategy ». Alors, et le ministre a reçu favorablement ce rapport-là, il s'est montré intéressé, il a déjà commencé à en implanter des mesures au coût de plusieurs millions de dollars. Et c'est, pour résumer le rapport, en gros, on dit que les Noirs sont l'objet d'un racisme systémique dans le système de justice et que par conséquent, il faut réformer le système de justice et le transformer à géométrie variable pour que les lois s'appliquent différemment, les peines en particulier s'appliquent différemment aux personnes noires qui devraient être définies comme un groupe distinct, comme les Autochtones. Les Noirs devraient être un groupe distinct du point de vue de la justice et donc ne pas recevoir le même traitement dans le système de justice que les autres. Ah, c'est gros, là. C'est énorme. Donc, on va là contre à mon avis, là, on va là contre un principe absolument fondamental des sociétés libérales qui est l'universalité de la loi, là. Une même loi pour tous. Là, on dit non, pas la même loi pour tous parce que le racisme systémique explique la surreprésentation des Noirs dans ci, dans ça. Par conséquent, il faut qu'il y ait des peines à géométrie variable. Alors, c'est une solution qui est vraiment une solution parmi un ensemble de solutions qui, à mon avis, sont vraiment radicales, qui heurtent de front certains principes fondamentaux de notre société, l'égalité devant la loi et autres. Donc, ça soulève au minimum des questions gigantesques, là.
Alors, c'est pour ça, à mon avis, que le concept de racisme systémique nous concerne, que l'injonction de le reconnaître, ça nous concerne, c'est que ça va avoir des conséquences politiques, juridiques, économiques majeures dans nos vies. Alors, voilà ce qui justifie, à mon point de vue, la critique au moins de l'injonction qui nous est faite, non sans violence symbolique, de reconnaître le racisme systémique. Mais pour adresser la problématique que je soulevais tout à l'heure, il faut une explication alternative. Moi, au fond, les gens qui adhèrent au racisme systémique, je crois comprendre pourquoi. Hypothèse. Je crois comprendre la séduction de ce concept-là. C'est que si ce n'est pas le racisme systémique qui explique les inégalités entre les groupes raciaux, le fait que les revenus médians sont différents, les taux de diplomation sont différents, l'accès au logement est différent, si ce n'est pas le racisme systémique, c'est quoi? Il y a des gens, il y a des groupes qui sont inférieurs. C'est quoi? Alors, je crois que c'est ça le réflexe qui est derrière l'adhésion au racisme systémique, c'est que ça semble expliquer quelque chose qui doit être expliqué et qui ne peut pas être expliqué par les caractéristiques, simplement être expliqué par les caractéristiques internes des groupes. C'est absolument pas satisfaisant et ce serait effectivement une explication raciste. Donc, je comprends très bien la séduction du concept. C'est pour ça que quand je suis tombé sur cette auteure, Elizabeth Anderson, moi, j'ai eu l'impression de voir la lumière, là, comme Saül sur le chemin de Damas. Là. Alors, ce livre-là, je l'ai trouvé lumineux, précisément parce que Elizabeth Anderson propose une explication structurelle des inégalités ethno-raciales. Donc, l'espèce de besoin que remplit le qualificatif systémique, elle le remplit. Elle comprend très bien, Elizabeth Anderson, qu'il faut passer par des explications structurelles pour rendre compte des inégalités ethno-raciales aux États-Unis. Simplement, ce n'est pas le racisme qui est structurel ou systémique. Donc, il y a du structurel ou du systémique dans la causation des inégalités, ça va de soi. Mais ce n'est pas le racisme qui est systémique ou structurel. Le racisme trouve une autre place dans l'explication. Alors, je vais vous donner une idée de cette belle explication en faisant tout de suite une précision importante. Le modèle d'Elizabeth Anderson est conçu pour les Noirs américains aux États-Unis dont les ancêtres étaient des esclaves. Donc, et elle le dit elle-même, et je me concentre, je crois que mon explication peut être élargie, mais je me concentre sur ce cas-là parce que c'est le mieux documenté. Donc, son livre a cette restriction. Donc, la question de savoir comment appliquer son modèle au Québec est une grande question. Et je ne vais pas répondre tout à fait à cette question-là. Je vais plutôt lancer des points d'interrogation que des points d'exclamation. Mais je trouve beaucoup plus fécond socialement d'essayer d'appliquer le modèle d'Elizabeth Anderson au Québec que d'essayer d'appliquer celui d'Ibram X. Kendi. Alors, voici son modèle en gros. Ça, c'est un modèle causal qui explique causalement les inégalités ethno-raciales observables aux États-Unis entre les Noirs et les Blancs. Alors, le point de départ des inégalités, le point de départ causal, c'est la ségrégation elle-même. La ségrégation, ce qu'il faut entendre par là, hein, c'est la séparation des groupes ethno-raciaux. Alors, des Noirs et des Blancs aux États-Unis, ces groupes-là vivent séparément, donc il y a une ségrégation résidentielle, ils vivent dans des quartiers différents. Ça va toujours d'une manière générale que je vais m'exprimer ici, là, bien entendu. Dans des quartiers différents, c'est une ségrégation symbolique, une ségrégation culturelle. On ne consomme pas tout à fait les mêmes ressources culturelles. C'est une ségrégation sociale, donc on ne partage pas les mêmes réseaux sociaux. Je ne pense pas qu'il y ait énormément de Noirs dans les Skulls and Bones aux États-Unis. Vous connaissez c'est un groupe d'étudiants de Harvard dont à peu près tous les présidents sont passés par là. Alors, c'est une ségrégation raciale. On ne partage pas les mêmes réseaux sociaux. Une ségrégation qui va jusque linguistique même aux États-Unis. L'anglais n'est pas tout à fait le même. Donc, c'est ça le facteur essentiel de production des inégalités aux États-Unis, c'est la ségrégation en tant que telle. Parce qu'elle engendre des inégalités parce qu'elle bloque la circulation des capitaux. Alors, je mets capitaux entre guillemets parce qu'il y a plusieurs sortes de capitaux. Il y a les capitaux financiers, économiques, bien entendu. Les capitaux, il y a le capital culturel.
donc la bonne maîtrise des codes dominants dans une société. Il y a le capital social, donc avoir accès aux réseaux qui ouvrent des portes. Hein. Il y a le capital et autres. Alors, la ségrégation, c'est un empêchement matériel à la circulation des capitaux, et c'est ça la cause essentielle de production et de reproduction, pour reprendre cette formule classique, des inégalités aux États-Unis. Alors, il y a une question aussi que je vais laisser de côté, et je m'attends à la recevoir dans les questions, donc je vais laisser de côté. Moi, j'aurais instantanément une objection si j'étais à votre place, là, mais j'y répondrai tantôt. Alors, ces inégalités-là, où interviennent les stéréotypes et la discrimination dans ce modèle-là? Parce qu'évidemment que Anderson ne va pas dénier le rôle fondamental des stéréotypes, de la stigmatisation et de la discrimination aux États-Unis. Mais voici, les stéréotypes et la stigmatisation ne sont pas le point de départ de la chaîne causale. Ils font partie de la chaîne causale. Ils sont autant des effets que des causes de ces inégalités-là. Alors, le point de vue d'Anderson, c'est que, je dis ça rapidement, là, le cerveau humain est ainsi fait que quand il y a des inégalités entre les groupes, il va chercher une explication à ça. Il a besoin d'une explication, d'une interprétation, et au-delà de ça, d'une justification. Parce que nous sommes réellement animés par un sens de la justice. Et ça peut sembler surprenant, mais si je vous dis que Trump, en ce moment, a l'impression de rendre justice, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais tout à fait, il est convaincu qu'il agit au nom de la justice parce que les États-Unis se font avoir depuis des décennies par les autres pays. Donc, on a un sens inné de la justice et on cherche une justification des inégalités. Et c'est pour ça que notre cerveau va produire des stéréotypes qui vont expliquer, interpréter, rendre compte de ces inégalités-là. Et quand ces stéréotypes deviennent stigmatisants, c'est-à-dire quand ils sont utilisés pour justifier les inégalités, pour dire que ils sont naturels, ça ne peut pas être autrement, c'est leur faute, là, on parle de stigmatisation et non plus simplement de stéréotypisation. En retour, ces stéréotypes et ces stigmates peuvent parfois peut-être rester inactifs, mais ils ne resteront pas inactifs très longtemps. Ils vont régulièrement être utilisés, être mobilisés. Utiliser, ça dénote de la conscience qui n'est pas toujours là. Mobiliser pour déterminer des comportements discriminatoires, donc des discriminations. Et il y a différentes sortes de discriminations qu'il faut distinguer et qu'on gagnerait beaucoup à distinguer, en particulier au Québec, à mon avis. Elizabeth Anderson en distingue, je me rappelle bien, 4, mais il y en a 2 ici que j'ai fait ressortir. La discrimination probabiliste et la discrimination préjudicielle. La discrimination probabiliste, c'est de la discrimination, mais dont les fondements, dont les motivations ne relèvent pas d'aucune manière d'affect négatif, de l'animosité ou de l'hostilité ou de la méfiance. C'est tout simplement une espèce de calcul des probabilités un peu bâtard qu'on fait parce qu'on a besoin de prendre une décision rapide dans un contexte où on n'a pas l'information pertinente pour décider. Donc moi, si je veux m'acheter une voiture usagée, puis je vois une voiture avec qui a la carrosserie un peu rouillée, je l'exclus instantanément, alors que peut-être qu'elle a le meilleur moteur de tout sur le lot, là, mais je vais l'exclure comme ça parce que c'est un élément d'information qui me permet de prendre une décision quand c'est difficile de prendre une décision. Beaucoup de discriminations qu'on fait avec le genre, les groupes raciaux, sont basées sur des causes probabilistes. Alors à mon avis, c'est mon opinion, c'est pas très utile de dire que la non-reconnaissance des diplômes étrangers, c'est du racisme. À mon avis, c'est beaucoup plus de la discrimination probabiliste. La difficulté d'évaluer la valeur d'un diplôme étranger peut conduire au rejet d'une candidature qui est arbitraire, qui peut être injuste, mais qui n'est pas basée sur des motifs haineux. Donc, la discrimination probabiliste, elle est régulière, elle est fréquente dans nos sociétés et c'est un problème moral en soi. Pour Elizabeth Anderson, et là-dessus, je la suis complètement, la discrimination probabiliste, même si elle n'est pas fondée sur des motifs racistes haineux, pose des problèmes de justice. Alors, il faudrait les regarder en face. Et ensuite, la discrimination préjudicielle, qui est basée sur des prejudices en anglais, là, des préjugés au sens fort. Donc, de la stigmatisation, de l'animosité, la haine, le mépris, le dégoût, ainsi de suite. Et c'est la discrimination préjudicielle qui mérite le nom de racisme, selon Elizabeth Anderson. Voilà où est le racisme dans le schéma producteur des inégalités aux États-Unis. Il n'est pas au point de départ, il est presque au point d'arrivée. Et maintenant, la discrimination, évidemment, va renforcer la ségrégation, qui, à son tour, va renforcer les inégalités, qui vont renforcer les stéréotypes, qui vont renforcer la discrimination. Et on a ici un cercle vicieux qui est l'autre nom de l'injustice raciale aux États-Unis.
La situation des Noirs américains aux États-Unis, elle est globalement injuste parce que c'est un cercle vicieux sociologique dans lequel des gens sont pris pour des raisons indépendantes de leur volonté. Si j'avais pu, mais je ne pouvais pas parce que je suis pas très compétent, j'aurais fait une flèche qui allait de discrimination à ségrégation en haut, comme ça, pour indiquer que ça fait un cercle vicieux. Alors voilà son modèle. J'en tire 3 leçons importantes. Excusez-moi, je vais prendre de l'eau. Alors, 3 leçons qu'on peut retirer du modèle explicatif d'Anderson des inégalités raciales aux États-Unis entre les Noirs et les Blancs. C'est que la ségrégation est la cause essentielle des inégalités ethno-raciales. C'est la ségrégation elle-même qui engendre des inégalités. Par conséquent, la solution est la seule, c'est l'intégration. Donc, c'est le fait qu'il y a des groupes minoritaires qui vivent séparément du groupe dominant qui cause les inégalités. Donc, si on veut sérieusement que les inégalités cessent, il faut que les groupes s'intègrent. Alors, ça ne veut pas seulement dire que les groupes minoritaires s'intègrent aux groupes majoritaires. Le groupe majoritaire aussi a un devoir d'intégration à faire. Le devoir d'intégration va dans les 2 sens. Il faut que tout le monde s'intègre dans un tout, dans une société réellement démocratique et réellement commune. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, on peut en débattre, est-ce que c'est le cas au Canada, au Québec? Deuxième leçon, les mécanismes à l'origine des inégalités ethno-raciales valent pour toutes les ségrégations intergroupes indépendamment de la catégorie, la race, la classe, le sexe, etc. Donc, les mécanismes causaux qui expliquent les inégalités ethno-raciales aux États-Unis n'ont rien à voir en soi avec la race. Ces mécanismes-là expliquent les inégalités entre les groupes, quelle que soit la base catégorielle du groupe. Donc, si on créait des groupes différents sur la base de la couleur du T-shirt, il y a les T-shirts jaunes dans un coin, les T-shirts rouges dans l'autre coin. Les T-shirts jaunes sont 3 contre 10. Puis là, on fait habiter les T-shirts jaunes dans un quartier plus pauvre. Il y aura des inégalités systémiques entre les T-shirts jaunes et les T-shirts rouges et qui vont se reproduire de génération en génération. Donc, les mécanismes à la base des inégalités ethno-raciales n'ont en soi rien à voir avec le racisme. Moi, de ce simple point de vue-là, je trouve que ça montre à quel point la locution racisme systémique est inadéquate. Elle est erronée, elle n'aide pas à penser ce qui se passe réellement. Et le troisième point, je vais en faire abstraction parce que je ne comprends plus ce que ça veut dire. Non, c'est parce que le temps file, on va passer par-dessus. Donc, en somme, voici ce que moi je tire de ma lecture d'Elizabeth Anderson. Le racisme comme tel n'explique pas la situation d'injustice raciale blanc-noir aux États-Unis. Alors, peut-être qu'on peut relire la phrase presque là. Le racisme n'explique pas la situation d'injustice raciale aux États-Unis. Donc, alors, que dire du Québec? Alors, un point capital, mais en fait je vais garder ça pour tout à l'heure. Je veux terminer avec la lecture d'une citation d'Elizabeth Anderson que je n'ai pas mise dans mon livre parce que c'était trop long, puis l'éditeur me disait de couper. Mais je trouve la phrase formidable, alors je vais prendre le temps de la lire avec vous. C'est une phrase qui explique, c'est une phrase qui rend compte de la complexité de la situation. Donc, du point de vue d'Elizabeth Anderson et du mien également, les inégalités ethno-raciales qu'on observe dans les sociétés occidentales, au Québec comme aux États-Unis, sont souvent, mais c'est difficile de savoir dans quelle mesure, puis est-ce qu'elles le sont toutes, sont suspectes de constituer des injustices. Et c'est une injustice qu'il faudrait pouvoir penser pour ce qu'elle est réellement, pour trouver des bonnes solutions. Mais cette injustice-là, je crois l'avoir assez établie, ne procède pas nécessairement du racisme, d'attitudes préjudicielles à l'égard des groupes raciaux estimés biologiquement, évolutivement ou culturellement inférieurs, avec ce réflexe consistant à ramener les gens au rang de spécimens de leur race. Alors, ces méchantes dimensions de l'esprit humain ne me semblent pas être à la base normale des inégalités ethno-raciales. Des facteurs beaucoup plus anodins que ça peuvent l'être. Le taux de diplomation, des choses comme ça. Alors, Elizabeth Anderson nous lègue, j'aimerais en faire un legs, nous lègue une phrase qui incarne bien toute la complexité de la situation. Alors, je vous la lis. Certains appliquent le mot racisme à n'importe quelle conduite impliquant des stéréotypes nuisibles ou insultants pour leur cible,
ou même à toute conduite qui désavantage ou insulte les stigmatisés, même si elle n'est pas guidée par des représentations stigmatisantes. Ce point de vue nie que, là, on peut donner un exemple ici, tu viens d'où? Vous connaissez les microagressions, là, tu viens d'où? Ce point de vue nie que, pour être raciste, l'on doit endosser et donc être conscient de nos représentations stigmatisantes. J'offre ici 3 raisons de retenir l'étiquette dans ces situations. D'abord, même si les gens peuvent être critiqués pour leurs attitudes inconscientes et involontaires, elles ne méritent pas la sévère condamnation morale impliquée par le mot racisme. Ensuite, appeler une idée raciste revient à la mettre hors limite du discours acceptable. Mais les idées en question nécessitent d'être abordées au moyen de l'argumentation. Elles ne seront pas désarmées par la réduction au silence. Enfin, racisme est un terme chargé émotionnellement et moralement, ce qui provoque des réactions défensives improductives qui empêchent des discussions urgentes. Réservons donc le mot racisme pour le jugement sur des vices sérieux, tout en observant que certaines injustices ne sont pas causées par un caractère vicieux. Merci pour votre attention. Excellent. Merci beaucoup, M. Lacroix. Clairement, il a fait ses exercices de diction ce matin comparativement à moi. Il y a une personne guérie. Merci. On va maintenant passer à notre deuxième conférencière. Alors, nous avons Rachida Azdouz. Elle est psychologue, autrice, chercheure et chroniqueuse. Ses domaines d'expertise sont les stratégies identitaires, les modèles politiques d'aménagement du pluralisme, la laïcité et la gestion des conflits de valeurs. Elle a été membre du Conseil supérieur de l'éducation de 2001 à 2010 et membre du Conseil de la langue française de 2013 à 2021. Elle a reçu le prix Ghislain Couture-Vaillancourt en 2014 pour sa contribution exceptionnelle au dialogue interculturel en langue française. Mesdames et messieurs, accueillons Rachida Azdouz. Vous me voyez, parce que je suis un peu plus petite, je pense que la personne qui m'a précédée au micro. Ben, l'essentiel, c'est que vous m'entendiez. Bonjour. Alors d'abord, merci à Muriel de m'avoir invité à partager avec vous cette réflexion et merci à vous qui êtes présents dans la salle et merci à ceux qui sont avec nous en mode virtuel. Et merci à la personne qui m'a précédée pour cette présentation très éclairante. Alors, ce que je vous propose, moi, ce qu'on m'a demandé d'aborder, ce qu'on m'a sommé d'aborder ce matin, c'est la question de la double ou de la triple appartenance des identités multiples. Comment concilier les identités multiples et passer du bricolage identitaire à une véritable articulation assumée et sereine des identités multiples. Ça ne marche pas. Voilà. Alors, les grandes lignes de ma présentation, je vais commencer par rappeler donc, un élément de contexte important, une intégration sur fond de triple référence identitaire, Québec, Canada, pays d'origine. Quand on demande à des personnes d'articuler leurs identités et de s'intégrer ou de faire du lien avec une société d'accueil, soit parce qu'ils sont issus de première génération, soit parce qu'ils sont issus de deuxième ou troisième génération, donc leurs parents ou leurs grands-parents ont eu à s'intégrer à leur société d'accueil. C'est déjà pas facile quand on est en France et qu'on a un seul référent identitaire avec un socle commun que sont les valeurs de la République qui sont mises à mal aujourd'hui et presque mises en échec. Que dire d'une situation où les jeunes de deuxième et troisième immigration sont télescopés par 3 référents identitaires, un pays symbolique, le Québec, le Canada et le pays d'origine, avec toutes les injonctions que ça suppose. Un curseur qui se déplace entre différents marqueurs identitaires au Québec. Je vais rapidement faire un petit survol historique pour illustrer comment le référent identitaire principal, celui qui devrait être le référent, le ciment du vivre ensemble, s'est beaucoup déplacé depuis une quarantaine ou une cinquantaine d'années au Québec et que ça a un impact sur les jeunes qui
qui cherchent un socle auquel se raccrocher et sur lequel installer et articuler leurs identités doubles ou multiples. Ensuite, je vais parler des stratégies identitaires. Les stratégies identitaires qui sont mobilisées par des jeunes issus de 2e, 3e ou 4e génération pour essayer justement de concilier leurs identités sans être déchirés par des conflits de loyauté ou acculés à la fragmentation identitaire. Je vais m'appuyer sur le modèle de Carmel Camilleri quand j'ai travaillé sur les stratégies identitaires des jeunes de 2e, 3e génération dans les banlieues françaises. C'est le modèle sur lequel je me suis appuyée. Et je terminerai sur des éléments de contexte actuels qui complexifient beaucoup la quête d'équilibre entre les identités que vivent aujourd'hui les jeunes, c'est-à-dire tout ce contexte d'hybridation des identités et d'enchevêtrement des trames narratives. D'accord ? Des trames qui les gens ne savent plus trop à qui ils appartiennent et des fois confisquent consciemment ou inconsciemment des éléments historiques qui ne leur appartiennent pas, mais dont ils sont convaincus que c'est aussi leur histoire. Donc ça complexifie la construction d'une identité assumée, disons. Ce que Rachid Benzine appelait le passage d'une identité de naissance à une identité de conscience. Ça va ? Je ne parle pas trop vite ? Bon. Alors pour ce qui est de la triple réflexion, les bottins téléphoniques n'existent plus. D'accord. Je viens de trahir mon âge. Vous savez, c'était une patente comme ça. Ça sera trop. C'est pas grave. Je vais parler comme ça. Je vais me mettre comme ça, c'est bon. Ça va, bon, on a réglé ces problèmes. Alors, non, c'est bon, tout est correct. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça va bien aller. Alors, la triple référence identitaire Québec-Canada, elle a un impact réel sur le cheminement d'une personne issue même de première génération qui est appelée à concilier sa double identité. C'est ce qu'on lui propose comme idéal de vivre ensemble, comme modèle de vivre ensemble. Ce sont deux modèles concurrents, pour ne pas dire incompatibles, disons-le. Le modèle multiculturaliste canadien qui met l'accent sur la coexistence pacifique. Donc ce qu'on lui dit en quelque sorte, c'est vivre et laisser vivre. Reste ce que tu es, habille-toi comme tu veux, parle comme tu veux, garde toutes tes traditions en autant que tu respectes l'élément commun, le socle commun que sont les chartes. La charte des droits et libertés de la personne. D'accord ? Donc, ne sois pas en contravention avec la loi. D'accord ? Respecte les lois communes et pour le reste, fais ce que tu veux. Je caricature un peu, mais je sais que le multiculturalisme n'est pas un modèle unique. Il y a des multiculturalismes comme il y a des interculturalismes. Il y a un interculturalisme qui se rapproche davantage, un courant qui se rapproche davantage du modèle républicain français et un modèle interculturaliste qui va mettre davantage l'accent sur la construction d'un projet commun plutôt que sur la transmission d'un héritage commun et qui va se rapprocher davantage du multiculturalisme. Donc ces deux modèles ne sont pas uniformes. Mais je schématise parce que je n'ai pas le temps d'aller dans le détail des différentes variantes du multiculturalisme et des différentes variantes de l'interculturalisme. Donc on est invité, des personnes sont invitées à entrer dans la ronde de la citoyenneté, à faire du lien, à construire du commun, et on leur propose deux modèles concurrents. Un modèle qui met l'accent sur la coexistence pacifique et le respect des lois communes et de la Charte des droits et libertés, qui devient presque une espèce de terre sacrée. D'accord ? Et un modèle interculturaliste, dit québécois, qui met l'accent sur la cohésion sociale et pour qui le vivre ensemble ne peut pas se limiter à observer des lois communes et à respecter les chartes, mais aussi à partager un noyau de valeurs communes. Et c'est ce noyau de valeurs communes qui est le ciment du vivre ensemble. Avec toute la complexité que ça suppose, puisque dès lors qu'on essaie de s'entendre sur la liste des valeurs communes, il y a toujours une pierre d'achoppement.
C'est que la langue française, personne n'est contre le fait que le français, c'est la langue du travail et c'est la langue de la délibération citoyenne. Tout le monde s'entend sur le respect des valeurs démocratiques, l'égalité des sexes, mais l'interculturalisme tel que présenté dans le projet... Il y a eu toute une évolution pour en arriver à l'énoncé de politique de 1990, l'énoncé de politique en matière d'immigration et d'intégration qui mettait l'interculturalisme au centre du vivre ensemble au Québec. Mais on indiquait que le pluralisme, la langue française, le respect des lois, l'égalité des sexes, la neutralité de l'État, mais on mettait aussi le pluralisme comme faisant partie des valeurs. D'accord ? Alors ça vous rappelle rien ? Pour le multiculturalisme, la diversité est une valeur sacrée, d'accord ? Et il faut non seulement la respecter, mais la promouvoir. Quand l'interculturalisme d'État, tel que véhiculé au Québec, met le pluralisme au centre, ça finit par devenir une pierre d'achoppement. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, moi je ne suis pas ici pour donner mon avis n'a aucune importance. Quand on veut l'opinion des gens, on fait des micro-trottoirs. J'essaie quand on met le pluralisme, il y a des courants internes et concurrents à l'interculturalisme qui ne s'entendent pas. Il y a un courant qui dit, écoutez, si le pluralisme fait partie des valeurs communes au Québec, donc le plus important, ce n'est pas le partage d'une histoire et d'un patrimoine commun, le partage des valeurs héritées de la Révolution tranquille, etc. Ce qui est important, c'est ce qui s'en vient, c'est-à-dire la construction d'un projet commun. Bien entendu, les choses sont beaucoup plus nuancées que ça, et comme en toute chose, c'est le juste milieu. Dans le fond, les valeurs communes, elles sont faites d'héritage et de construction. Donc, on se met dans la place d'un jeune qui arrive et qui se fait offrir ces deux idéaux du vivre ensemble, et qui se fait dire que tu peux choisir, en fait. Une génération née ici qui réfute les notions d'intégration et de société d'accueil. Donc on a une génération qui est née ici et qui dit moi je refute la notion même d'intégration et l'impératif de l'intégration. Je n'ai pas à m'intégrer, je suis déjà intégré. D'accord ? Mais qui, en même temps, paradoxalement, une certaine partie va revendiquer aussi le fait qu'elle est exclue, même si ses parents sont nés ici et ses grands-parents, mais qui va réfuter tout le discours antiraciste, décolonial, participe de cette rhétorique-là il n'y a pas de société d'accueil, donc l'impératif d'intégration est nul et non avenu. Nous sommes tous des immigrants, les seuls qui peuvent revendiquer une quelconque préséance et à qui on devrait s'intégrer, ce sont les peuples autochtones. D'accord ? Donc on a ça aussi qui vient complexifier et colorer un processus d'intégration, et c'est un discours qu'on entend beaucoup dans les groupes auxquels sont exposés les jeunes dans leur quête d'intégration. Et sur fond, bien entendu, de pays d'origine idéalisés par le parent, d'accord, par le discours parental, idéalisés ou ternis. Donc on a des parents qui disent c'était très bien chez nous, c'était extraordinaire, on respectait les aînés, il y avait de la solidarité, etc., etc. Idéalisés par le discours parental ou idéalisés par le voyage annuel dans le pays d'accueil où on est bien reçu. Tout se passe bien. D'accord ? Exactement comme ça s'est passé en France pour la 2e et 3e et 4e génération maintenant. Donc, idéalisé par le discours parental ou par l'expérience subjective vécue lors des voyages dans le pays d'origine, où on ne vit que ce qui est de bien parce qu'on est en vacances, ou à l'inverse, un pays d'origine terni par le parent. Parce qu'on parle beaucoup de parents ou de milieux qui tiennent un discours hostile sur le pays d'accueil, mais il y a aussi des parents qui tiennent un discours très hostile sur le pays d'origine. On n'était pas bien, on était pauvres, on était exclus, il y avait de la violence, il y avait la dictature, etc. Et ce discours peut donner lieu à deux résultats. Soit une volonté de réparer ce discours en idéalisant le pays d'origine, soit au contraire, on achète ce discours négatif et à un moment donné, on rêve de voyages initiatiques et on rêve de cette réconciliation avec le pays d'origine. Et la réconciliation ne se fait pas dans l'équilibre, mais dans l'idéalisation.
Donc, on a beaucoup de cas de figure. Moi, je circule beaucoup dans les maisons de jeunes et je vois les résultats n'est-ce pas, Muriel? D'accord. Donc, tout ça, donc il y a un appel à l'intégration, une demande, un impératif d'intégration, et c'est ça le fond d'écran. Donc, terni ou effacé du récit parental. Il y a des parents qui disent, on change le nom carrément, on va donner à nos enfants des noms qui ne sonnent pas trop exotiques et on oublie le pays d'origine et pensant bien faire. Je souscris vraiment aux propos de mon prédécesseur, c'est que des fois on pense vraiment, on est bien intentionné, on pense bien faire et on pense qu'en disant aux enfants, ben, chez vous c'est ici maintenant, puis oubliez là-bas, ben, à un moment donné, cet appel à cette exigence de transmission, elle est là et elle est criante. Et quand ce qu'on n'a pas transmis à nos enfants, d'autres le transmettent à notre place. Et dans des termes qui ne sont pas nécessairement ceux qu'on aurait voulu, et avec une intention qui n'est pas nécessairement une intention bienveillante. Donc voilà sur la triple référence, donc influence ou influe sur un processus ou un parcours d'intégration. Ça va jusqu'à présent? Je dis toujours ça va, c'est un genre de syndrome Gilles de la Tourette, je sais pas, ça me rassure de dire est-ce que ça va. Vous remarquerez que je ne fais pas attention si vous me répondez oui ou non. Alors, maintenant, un curseur qui se déplace. Quand on analyse le discours sur l'intégration et l'immigration et le vivre ensemble, dans les années 70-90, donc avec le temps fort qu'est l'adoption de la Charte de la langue française en 77, qu'est-ce qu'on disait pour s'intégrer? Et Québécois et Québécoises, c'est ce discours-là et ce référent identitaire, ce marqueur qui a conduit d'ailleurs à l'adoption de la loi 101 en 77, et Québécois et Québécoises, toute personne qui adopte le français, d'accord, qui vit au Québec et qui adopte le français comme langue d'usage, et qui s'inscrit dans cette espèce de quête d'impératif de survie du fait français, de la langue et du fait français. Ça va? Idéalement, mais au moins, à tout le moins, le français. Adopter la langue et idéalement adopter cette espèce de préoccupation, de souci pour la préservation et la pérennité du fait français. Un marqueur important, à mon sens, c'est 1994. Que s'est-il passé en 1994? Vous n'étiez pas né, vous allez me dire. Vous rigolez, mais il y a quelque temps, j'ai prononcé une conférence sur les politiques d'immigration et une personne, prof d'université, qui se disait spécialiste des politiques d'immigration, ne connaissait pas le document sur la convergence culturelle. Et quand je lui ai dit que c'était en 1986, elle m'a répondu « je n'étais pas née ». Alors j'ai eu beaucoup d'empathie pour ces étudiants. Je dis ouais. Juste pour vous rassurer, je n'étais pas née en 1912, je vous assure. Bon, alors, bon, donc, 1994, première controverse sur les signes religieux à l'école. Donc, ça a été un marqueur, un tournant. Tout à coup, la laïcité est devenue le principal marqueur. Et québécois et québécoises, le discours public, mais aussi le discours politique, a intégré cette idée-là que et québécois et québécoises, toute personne qui parle français, mais aussi qui adopte la laïcité comme élément de cohésion sociale, comme facteur de cohésion sociale et comme héritage de la Révolution tranquille et comme composante fondamentale de l'identité québécoise. D'accord? Donc le discours a changé et l'impératif d'intégration a intégré cette notion de laïcité. 1996, le virage civique, le virage de la citoyenneté. Que s'est-il passé en 1996? Alors là, vous étiez tous nés quand même. Bon. 96, d'abord en 95, le référendum, la déclaration de Jacques Parizeau sur l'argent et des votes ethniques, et dans le fond, il y a eu comme une espèce de lendemain de veille, là. Les différences nous divisent, la religion nous divise, tout nous divise, donc on va essayer de miser sur ce qu'on a de commun. Et ce qu'on a de commun, c'est une identité civique commune par-delà les identités ethniques différentes.
D'accord? Donc, nouveau marqueur. Donc, nous sommes tous citoyens, citoyennes, dès lors que nous foulons le sol québécois. Et ce qui nous lie, c'est une identité civique commune. Donc, gardons, on ne pourchassera pas les gens jusque dans leur chambre à coucher pour s'assurer qu'ils respectent en tout point toutes les valeurs et toute la conception de la vie bonne. Outre bien entendu les lois et les chartes, mais au moins on se reconnaît une identité civique commune. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps puisqu'en 2001, il y a eu un forum national sur la citoyenneté qui s'est terminé un petit peu dans l'acrimonie. Robert Perrault, qui était ministre à l'époque, a démissionné 2 jours plus tard. Ce forum a opposé des groupes de la société civile et notamment des groupes de défense des minorités ethniques et culturelles qui ont dit cette espèce comment dirais-je, d'impératif de citoyenneté nie les obstacles systémiques, les ségrégations, tout ce qui est structurel, et cette invitation au civique ne peut se faire que si il y a une garantie de correction des obstacles systémiques qui permettent, c'est Habermas finalement, pour que tout le monde puisse entrer dans la ronde de la citoyenneté, l'État a un devoir, le devoir d'aménager réellement cet espace public pour que la joute politique soit possible à égalité et que personne n'en soit exclu. Je dois dire que dans le virage civique, c'était présent ça. C'était présent dans le virage de André Boisclair à l'époque, que malgré cela, on reconnaissait qu'il y avait des discriminations. D'ailleurs, le slogan du virage civique de Boisclair, c'était « Exclusion zéro ». Je n'ai plus de salive. Glou-glou. Voilà. 2007, bon, il s'est passé beaucoup de choses. Là, j'y vais schématiquement. Le marqueur, de nouveau, revient sur la laïcité. Et Québécois et Québécoises, toute personne que la laïcité, c'est le plus petit dénominateur commun pour vivre ensemble. Il y a eu la commission Taylor-Bouchard qui était invité à se prononcer sur les limites ou les balises à adopter pour circonscrire les manifestations religieuses dans les institutions publiques. Taylor-Bouchard s'est prononcé sur beaucoup d'autres choses. 2010, le projet de loi 94, c'était la ministre Veil qui portait, dans le fond, qui voulait interdire les services publics offerts à visage couvert, donc le visage découvert. 2013, la charte des valeurs qui mettait aussi de l'avant la laïcité comme référent identitaire commun à toutes les Québécoises ou tous les Québécois par-delà leurs origines. Donc là, je ne suis pas en train de me prononcer, c'était bien, c'était pas bien. J'ai pas le temps. C'est pas ça le propos. Ce que je vous dis là, c'est qu'il y a les marqueurs, ce sont le curseur du référent identitaire ou des référents identitaires s'est déplacé et on l'entend, on le voit dans le discours public et aussi dans la polarisation du discours public sur la question entourant le fait minoritaire et l'intégration du fait minoritaire. 2015, le marqueur se déplace sur la race. Et là, ce n'est plus un discours public, un discours d'État, un discours politique, c'est le discours de certains groupes de pression qui ont pris possession du discours sur le vivre ensemble et qui ont dit ben maintenant, nous, on va vous dire c'est quoi le référent identitaire le plus important pour faire société, c'est la race. C'est de reconnaître qu'il y a qu'il y a des personnes racisées et qu'il y a donc des groupes qui sont exclus de la ronde de la citoyenneté. 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Une mobilisation pour organiser une commission sur le racisme systémique. Vous vous souvenez? Ça s'est fait à la ville de Montréal, Balarama Holmes, qui a recueilli 15 000 signatures pour justifier quand on obtient 15 000 signatures, à la ville de Montréal, on peut organiser une commission. La commission a eu lieu, mais il y a eu aussi beaucoup de pression pour que le Québec organise une commission sur le racisme systémique. Donc là, tout à coup, le curseur identitaire s'est déplacé sur la race.
2018, les affaires slaves et Kanata. Donc l'appropriation culturelle, les personnes racisées des revendications pour que les personnes racisées soient plus représentées dans le milieu artistique, autant comme acteurs et artistes et créateurs que dans les contenus même, et que certains contenus devaient être validés par les groupes qui vivaient le phénomène dont on parlait. Voilà pourquoi Slave a été contesté, parce qu'on considérait que Robert Lepage et Betty Bonifaci n'avaient pas à organiser, à scénariser un spectacle où on parlait d'esclaves et d'esclavage. Et 2020, la mort de George Floyd aux États-Unis. Donc, la race devient tout à coup une espèce de marqueur identitaire. Et on revient 2019 à la laïcité, là encore, donc la loi 21, 2024-2025, les modifications à la loi sur l'instruction publique, et plus récemment, en mars 2025, à la loi sur la laïcité de l'État. Et rebelote de nouveau, la laïcité redevient Alors, je suis un jeune de deuxième, troisième génération, ou même de première génération, et c'est sur j'atterris sur ce territoire-là, miné, où finalement on ne s'entend même pas sur quel est ce plus petit dénominateur commun qui devrait... Maintenant, les stratégies identitaires. Moi, je travaille avec la grille de Carmel Camilleri, qui, à mon sens, a bien identifié les différentes postures adoptées par des personnes qui ont à concilier une double ou une appartenance ou des appartenances multiples. Alors, pour Carmel Camilleri, d'abord, mais Carmel Camilleri part de l'idée que les jeunes qui ont à se définir ou à reconstruire une identité ou à retrouver un équilibre identitaire, une unité de sens, après avoir été bousculés par un choc culturel ou parce qu'ils sont déchirés entre deux registres, deux codes culturels, deux cadres de référence ou parfois plus, eh bien, et surtout quand ils font face à une image, quand ils sont victimes d'une image et d'un discours dépréciatif, ou quand ils pensent être victimes d'un discours ou d'une image dépréciative. Je sépare les deux. Quand ils le sont réellement, ils sont victimes d'une image, d'un discours dépréciatif, ou qu'ils pensent être victimes d'un discours ou d'une image dépréciative et dépréciée. Alors, il y en a qui, bien entendu, tout ça n'est pas choisi. Des stratégies identitaires, la plupart du temps, c'est rare qu'une stratégie identitaire soit adoptée de manière consciente, assumée. D'accord ? La plupart du temps, ces stratégies sont inconscientes. Il est rare d'utiliser une seule stratégie. La plupart des personnes vont utiliser 2, 3 stratégies ou vont changer de stratégie au cours d'une vie. D'accord ? Au gré des circonstances. En 2011, quand il y a eu le printemps arabe, moi j'ai des amis tunisiens qui étaient complètement assimilés et qui tout d'un coup étaient redevenus tunisiens. Parce qu'ils étaient fiers. Ils disaient, tiens, nous, la Tunisie, on ne voulait plus rien savoir. On a quitté en 1900... il y en a qui étaient arrivés en 67, avec l'Expo 67, donc qui étaient déjà des sexagénaires ou des septuagénaires, et qui disaient, pour une fois, la Tunisie nous donne une raison d'être fière. Elle a lancé le printemps arabe, donc là, on est aussi tunisien. Donc vous voyez, une stratégie peut changer. Il y a des gens qui étaient très, très bien intégrés, qui vivent un échec amoureux, qui étaient en mariage mixte, et qui tout à coup, l'échec amoureux devient un divorce difficile, un contentieux difficile, devient un contentieux entre le Nord et le Sud. Le Nord et le Sud se mettent à régler leurs comptes à travers le divorce entre un Québécois puis une afrodescendante donc ça change, ça évolue dans une vie. Donc l'identité négative, c'est d'intérioriser et de se conformer à l'image stéréotypée, positive ou négative. Les jeunes, on le voit beaucoup chez eux, vous pensez qu'on est des délinquants, qu'on ne sait pas vivre, qu'on fait du bruit, eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire. On va aller dans le quartier, on va s'installer dans un parc et on va mettre notre musique très fort et puis on va vous déranger. C'est comme ça que vous pensez qu'on est ? Eh bien, on va vous faire plaisir, on va se comporter exactement comme... L'identité négative déplacée. Donc, oui, eux, ils sont comme ça. Mon groupe est comme ça, mais moi, je ne suis pas comme ça.
Donc, on reporte sur le groupe toute l'image dépréciative, tous les comportements négatifs, mais on dit, mais moi, je ne suis pas comme eux. D'accord? Ou des fois, c'est l'autre qui vous le dit, qui vous dit, ils sont comme ça, mais toi, tu es différente, pensant vous faire plaisir. Mais des fois, c'est la personne elle-même qui le dit, puis là, elle en met beaucoup, beaucoup. Elle est extrêmement négative sur son groupe. Là, je veux dire, elle lui fait porter un fardeau très lourd, mais pour mieux s'en dissocier, donc l'identité négative déplacée. Il y a l'identité par distinction. L'identité, c'est de dire, le groupe dont vous parlez n'existe pas en tant qu'entité, je revendique ma singularité. C'est-à-dire que la personne vous entend parler ou entend un discours ou pense entendre un discours ou pense que son groupe est victime d'un discours dépréciatif ou d'une image dépréciative, et elle dit, moi, je ne me sens pas concernée. Moi, les gens dont vous parlez n'existent pas. Le groupe, les Noirs, ça n'existe pas. Les Haïtiens, ça n'existe pas. Les Arabes, ça n'existe pas. Les musulmans, ça n'existe pas. Moi, j'ai une identité singulière qui est faite de plein de choses. J'ai intégré plein de choses dans mon identité et il ne vous appartient pas de décider de qui je suis. Et donc, ce groupe-là, moi, je ne me reconnais pas. Et elle va retourner cette réponse-là autant aux gens de son groupe, aux membres de son groupe, qu'aux membres du groupe majoritaire. D'accord ? Il y a l'identité de défense, l'identité bouclier, l'identité refuge, le repli identitaire. Donc, les personnes qui, soit sous l'influence des parents, soit sous l'influence du groupe communautaire, soit sous l'influence du groupe d'appartenance, quel qu'il soit, va opter pour le repli, consciemment ou inconsciemment, l'identité refuge, l'identité bouclier. D'accord ? Je ne suis pas comme vous, je ne suis pas des vôtres. Soit parce que la personne, vous ne voulez pas de moi, eh bien, je ne veux pas de vous non plus, et je me replie. D'accord ? On a beaucoup ce discours-là. Des personnes qui nous disent j'ai essayé de me faire des amis, puis finalement, on l'entend même chez des personnes de première génération, finalement ça ne marche pas, je me retrouve toujours avec des personnes issues de la diversité, donc finalement je me replie, moi aussi. D'accord ? Encore une fois, je le répète, je le redis, je ne suis pas en train de dire que c'est vrai, c'est pas vrai. Je dis juste, voilà la rhétorique ou le raisonnement intérieur, subjectif ou objectif qui fait que cette personne-là se retrouve dans cette stratégie identitaire-là. Il y a l'identité polémique, la revendication identitaire, qui se distingue de l'identité refuge, l'identité de défense. L'identité de défense ne s'accompagne pas nécessairement de revendications. Les gens vont vivre entre elles. Elles vont peut-être même envoyer leurs enfants dans des écoles ethniques, confessionnelles, mais elles ne revendiquent rien. Elles sont juste dans le repli, elles se protègent. Okay ? À tort ou à raison, elles se protègent. Ou elles pensent que c'est la condition sine qua non au maintien de leur culture d'origine, sinon les enfants vont oublier. Okay ? Alors que l'identité polémique, elle s'accompagne de revendications. C'est un repli actif, ce n'est pas un repli passif. C'est la revendication identitaire, la suraffirmation des aspects qui dérangent le groupe majoritaire. Le sur-afrodescendant, le sur-musulman, celui qui va choisir la caractéristique qui semble le plus déranger le groupe majoritaire et qui va l'afficher. Okay ? Et qui va Et il y a l'identité de principe. L'identité de principe, c'est l'affirmation identitaire, la solidarité. Je fais partie de ce groupe pour le meilleur et pour le pire. Je fais partie de lui, d'accord ? Et quand il est menacé, ou quand je pense qu'il est menacé, je vais revendiquer. Toutes ces personnes, par exemple, qui dans la foulée de la charte des valeurs ou de la loi 21 disent, vous voyez, ils sont athées, ils boivent de l'alcool, ils mangent du cochon, ils ne sont pas mariés, ils ont des enfants hors mariage et tout. Donc, a priori, ils n'ont plus rien de la culture musulmane, mais qui ont dit, je suis de culture musulmane. D'accord ? Et ça arrive dans d'autres groupes aussi. Donc voilà, selon Carmel Camilleri, les différentes stratégies identitaires qui peuvent être mobilisées pour concilier une appartenance double ou multiple. Ça ne se fait pas nécessairement à la deuxième ou à la troisième génération. Il y a des personnes de première génération aussi qui passent par j'ai combien de temps, Muriel? J'ai encore du temps? Oh ben alors je vais arrêter de... Bon. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui me court après. Toujours. Je ne dois pas avoir la conscience tranquille. Et qui va me dire cette posture est une imposture. Ou Faust qui va me dire tu as fait un pacte avec moi. Non, le diable. Je serai Faust. Donc, comme je vous le mentionnais, il arrive qu'il y ait des avancées, des reculs. Il y a des personnes qui peuvent des fois osciller ou se promener entre
les différentes stratégies identitaires. Maintenant, l'hybridation des identités et l'enchevêtrement des trames narratives. J'ai parlé d'éléments de contexte quand j'ai commencé ma présentation, puis là, il y a des facteurs ou des variables contextuelles qui peuvent expliquer que ça devient de plus en plus difficile de concilier des identités multiples. Et ça prend vraiment beaucoup comment dire, c'est un exercice qui est long, qui est difficile et qui se fait de plus en plus difficilement de manière individuelle. C'est-à-dire que les jeunes sont interpellés par toutes sortes de discours qui rendent très, très difficile l'expression de la singularité. Il faut être très fort, il faut avoir une individualité très forte aujourd'hui pour dire, ben moi, là, je construis, je vais articuler mes identités, puis je vais décider ce à quoi je renonce, ce qui est important pour moi dans ma culture d'origine, ce qui est moins important, ce que je prends, ce que je ne prends pas, etc. Pourquoi? Parce qu'on est dans le discours public, on est passé récemment du paradigme de l'intégration au paradigme de l'inclusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le paradigme de l'intégration, dans la rhétorique de l'intégration, il y a un postulat, c'est qu'il y a des accueillants et des accueillis. D'accord? Et que parmi les accueillis, il y en a qui sont de deuxième, troisième génération, donc ils n'ont pas été accueillis puisqu'ils sont nés ici, mais leurs parents ont été accueillis, leurs grands-parents ont été accueillis. Et des minoritaires et des majoritaires. Donc une société dite majoritaire, une majorité historique, et des minorités. Et il y a des relations interculturelles, c'est-à-dire qu'il y a des relations civiques, il y a des rapports entre citoyens, mais il y a aussi des relations interculturelles, parce qu'il y a beaucoup de systèmes de valeurs qui cohabitent, et il y a des valeurs qui sont parfois incompatibles avec la loi, tout simplement, avec les chartes, et auxquelles il faut renoncer. Puis il y a des valeurs qui sont tout à fait compatibles et qui peuvent être, auxquelles on n'a pas à renoncer au nom de l'impératif de l'intégration. Et qu'il y a des barrières. Il y a des barrières, donc il y a un impératif d'intégration, un peu finalement le modèle qui vous était présenté tout à l'heure. Il y a des barrières linguistiques, des barrières socio-économiques, des barrières systémiques à l'intégration, à la pleine participation, et qu'il faut les reconnaître et qu'il faut mettre en place des mécanismes et des mesures correctives pour les lever. Ou à tout le moins les atténuer, les réduire. Et qu'il y a des conflits de valeurs, et que ces conflits de valeurs peuvent se régler sur le terrain de la médiation interculturelle. D'accord? Et il y a des conflits de droit qui se règlent sur le terrain juridique, de l'articulation des droits. Quand il y a des conflits de droit, eh bien, les tribunaux sont là pour statuer, pour conclure en cas de conflit de droit, dans ce contexte particulier, compte tenu des variables contextuelles particulières, lequel des deux droits fondamentaux qui s'opposent aura préséance. Et c'est du cas par cas, puisqu'on ne peut pas établir une hiérarchie absolue des droits. Donc voilà la logique, la rhétorique, le raisonnement quand on est dans le paradigme de l'intégration et de l'interculturalisme. Quand on est dans le paradigme de l'inclusion, on est dans autre chose. Donc l'EDI, tout ça. Il n'y a pas d'accueillants, d'accueillis, il y a des dominants, des dominés. Et il n'y a pas un groupe majoritaire, minoritaire et des relations interculturelles. Il y a de l'exclusion et de l'oppression historique. D'accord? Donc, on n'est plus dans un impératif d'intégration, on est dans un impératif de réparation. Donc, c'est une rhétorique qui convoque d'autres récits que le récit national, convoque le colonialisme, l'esclavagisme. D'autres récits transnationaux sont convoqués et les jeunes qui sont dans une espèce de démarche de reconstruction identitaire ou d'articulation ou qui cherchent à se construire autrement que dans le bricolage, eh bien, ils reçoivent aussi ce discours-là, donc l'impératif de la réparation. Donc on est dans dominant-dominé, exclusion-oppression historique, et il faut, avant l'intégration,
ou plutôt que l'intégration, il faut reconnaître et réparer les torts et les préjudices historiques, et il faut donc, l'objectif n'est pas l'intégration, mais la justice transitionnelle. D'accord ? Vous voyez, on est dans autre chose. Ce sont deux raisonnements différents, et ça explique beaucoup la polarisation. Beaucoup. Et bien entendu, ça a pour effet de brouiller les trames narratives. Quand on demande à un jeune de deuxième, troisième génération, quand on l'accompagne dans son intégration, eh bien son intégration se fait avec des éléments objectifs. On lui apprend la langue, à maîtriser la langue, on l'accompagne dans sa scolarité, on essaie de lever les obstacles systémiques, socioculturels, et socio-économiques, etc. à l'intégration, comme on le ferait pour une personne qui est aux prises avec, qui est enfermée dans une culture de bien-être social, de père en fils. Les mêmes mécanismes qui fabriquent l'exclusion, mais quand il est... Et on lui apprend ses droits, ses responsabilités, donc on essaie de l'outiller pour qu'il puisse participer pleinement, pour ne pas qu'il soit victime des obstacles ou de la ségrégation dont auraient pu être victimes ses parents. Je ne sais pas, si un Algérien de deuxième génération dont le papa médecin est devenu chauffeur de taxi, ben, le devoir de la société d'accueil, c'est de s'assurer que lui, ben, il puisse, s'il veut devenir médecin, que son diplôme est reconnu parce que c'est un diplôme québécois, mais qu'il ne se heurte pas à d'autres formes de discrimination. Vous entendez que j'utilise le terme discrimination systémique et pas racisme systémique dans ce cas-là. Et je ne sais pas, un étudiant ou une étudiante afrodescendante en droit, elle a beau être née ici, et si les parents étaient préposés aux bénéficiaires, eh bien, il y a fort à parier qu'elle n'aura pas dans son réseau, les parents n'ont pas dans leur réseau des amis avocats. D'accord ? Donc, quand elle va se chercher un lieu de stage, ça va peut-être être un peu plus difficile. Le systémique, c'est ça, les obstacles systémiques. Ça n'a rien à voir avec le racisme. Ce n'est pas parce que les cabinets d'avocats sont racistes, c'est parce qu'il y a un système de réseau qui fait que, bon, on va plus facilement, comme étudiant au barreau, trouver un lieu de stage quand on a dans son entourage des personnes qui sont avocates ou qui connaissent un avocat, etc., etc. Donc c'est ça qui se met en branle, et c'est ça qu'il faut corriger, et c'est ça qu'il faut colmater, d'accord ? Mais dans une rhétorique de justice transitionnelle, on n'est pas là-dedans du tout. Il y a des justices historiques qui n'ont pas été réparées. Et donc, l'hybridation des trames narratives, c'est que tout le monde se raccroche à la question autochtone. C'est-à-dire, on part du principe qu'on est dans un État colonialiste qui a colonisé les autochtones, d'accord ? Et toute personne qui vient d'un pays qui a été colonisé et qui partage cette histoire coloniale et se raccroche à cette locomotive-là et aux revendications qui vont avec cette locomotive. D'accord ? Donc l'Algérien ne va pas régler son problème avec la France, mais avec le Québec. D'accord ? Et ça a pour effet pervers que ça confisque aux autochtones leur contentieux parce qu'eux sont dans leur bon droit quand ils réclament, effectivement, et ils sont encore aux prises avec le Canada, avec la loi sur les Indiens, qui est une loi raciste. D'accord ? Donc, l'hybridation des trames narratives fait en sorte qu'il y a un groupe qui se fait confisquer ou parfois, au nom de la convergence des luttes, va s'associer à d'autres groupes qui ont vécu le colonialisme ou d'autres formes de domination, par exemple l'évangélisation forcée. Et l'influence, donc on a cette hybridation-là et ce brouillage des trames narratives, on s'approprie une histoire qui n'est pas la nôtre ou qui n'est pas tout à fait la nôtre, et l'influence extérieure des indigénistes en France, les indigènes de la République, on retrouve beaucoup le discours des indigènes de la République ici, des Black Lives Matter aux États-Unis, donc on transpose les enjeux, on dilue des particularités contextuelles, donc la difficulté par exemple d'accepter que les Québécois francophones sont en même temps majoritaires et minoritaires, ont été tour à tour dans l'histoire opprimés, dominants et dominés. Donc il n'y a plus de place dans un espèce de récit comme ça, transnational, qui convoque les grands récits, le colonialisme, l'esclavage, pour des particularités, des subtilités historiques qui pourraient être des sorties d'impasse, des possibilités de vivre ensemble en étant empathiques les uns aux oppressions vécues par les autres sans être dans la concurrence.
sans comparer ce qui est incomparable. Il n'y a plus de place, parce que dans le récit transnational, les choses sont claires. Les dominants sont tous du même côté, les dominés sont tous du même côté. Et donc, toutes les minorités se mettent à partager un vocabulaire. On entend par exemple des personnes issues du groupe LGBTQ qui disent on est victime de racisme systémique. Et donc, parce que le racisme systémique met dans le racisme systémique des choses qui n'ont plus rien à voir avec le racisme, notamment des vraies discriminations, des vraies oppressions. Mais donc, c'est dire à quel point le terme a parfois été utilisé comme une espèce de mot parapluie. Donc, comment s'en sortir pour concilier ces identités multiples, se réapproprier son histoire singulière et construire sa propre trame narrative, de la petite histoire à la grande histoire. Comment on le fait? Interroger, c'est interroger le récit parental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire interroger au sens de questionner ses parents. Qui suis-je? D'où je viens? Avant d'être un descendant d'esclaves ou un Algérien racisé, colonisé, qui est le produit de la domination coloniale, je suis l'enfant d'un parent qui un jour a mis un pied devant l'autre et a décidé d'immigrer au Canada, au Québec, soit parce qu'il a été chassé par la guerre civile, soit parce qu'il a été chassé par le chômage, soit parce qu'il a été chassé par une catastrophe naturelle. Je suis d'abord ça, et ensuite j'inscris ma petite histoire dans la grande histoire. D'accord? Ce n'est qu'à cette condition que je peux me réapproprier mon histoire et ne pas la diluer dans une histoire qui est tellement plus grande que moi que je n'ai plus d'identité, que je n'ai plus d'individualité. D'accord? Et ça, c'est important. Et tisser librement la toile de ces allégeances par un exercice, un travail de négociation, renonciation, acquisition. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie.